En Israël, les métiers liés à la petite enfance ont le vent en poupe. Doula, conseillère en sommeil des tout-petits, conseillère en lactation pour les mamans qui allaitent, coach en troubles du comportement, parentalité, en gestion de crise frères et sœurs. Ça n'arrête pas, des professions qui sont pour la plupart complètement inconnues en France. Alors, Israël est-il un pays en avance sur ces questions ou bien ces professions sont-elles bullshit, trustées par des femmes en mal de reconversion professionnelle? Il faut lancer le débat, je vous vois me regarder méchamment. On va en parler. Faut-il faire le tri entre certaines de ces professions et d'autres? Voilà, on va en parler dans ce nouveau numéro de Pas d'amalgame avec nos invités et Olivia avec Assis. Bonjour Olivia. Bonjour Eve et bonjour à vous toutes. À ma droite, Anne-Valérie Adler, merci d'être là. Vous êtes doula, ô combien importante pour les femmes enceintes et après même. Consultante en lactation également. Vous allez nous parler de vos autres casquettes que vous avez aussi. Myriam Schermer, bonjour et merci. Vous êtes maman de 2 enfants. Je l'oubliais, Anne-Valérie, maman de 3 garçons. Myriam Schermer, maman de 2 enfants. Vous vivez en Israël depuis 10 ans. Et puis vous êtes très active surtout sur le site que l'on connaît tous, que beaucoup de mamans connaissent, c'est le site français Tinocland. Vous les accompagnez entre guillemets, vous leur donnez certains conseils. Pas formellement, mais effectivement j'aime bien. Vous aimez bien. Ouais. Bon, alors vous êtes là aussi pour nous parler de tout ça. Et puis, notre troisième invitée est Déborah Cohen-Tenouji, que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes aussi très active. Vous êtes ancienne professeure des écoles, coach parental également. Vous êtes très amenée à accompagner aussi les parents qui connaissent des difficultés, comme tout parent. Alors, vous allez nous en parler aussi. Merci à vous 3 d'être là. Alors, on l'a dit, ces professions cumulent en Israël. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi en France, ça ne fonctionne pas ou c'est pas à la mode. Est-ce que c'est parce que le pédiatre en Israël reçoit les parents, pour être gentil, 2 minutes 30, 3 minutes maximum, que d'autres professions ont pu comme ça éclore, parce qu'il y avait une espèce de vide. Qui veut répondre? Écoutez, je crois en ce qui concerne le métier de doula, la profession de doula, ça n'a pas vraiment de rapport avec le temps qui est minime chez un pédiatre en Israël. C'est une profession qui existe à peu près depuis, en tout cas, 25 ans en Israël. On va voir des photos pendant que vous parlez de nouveau-nés, de vos accompagnements de naissance. Pardon. Alors, et je crois que ce métier est de plus en plus, en fait, reconnu dans le public, même auprès des hôpitaux, on voit vraiment un changement. Par exemple, à l'hôpital Echilov, il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, il était interdit d'amener une doula. C'est vrai Peut-être expliquer en 2 mots ce que c'est une doula. Alors, une doula est une personne qui a été formée à cet effet pour pouvoir accompagner, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, psychologique, un couple, principalement une future maman, durant sa grossesse, durant toute la durée de l'accouchement et aussi après l'accouchement. Ces femmes sont autant israéliennes, elles sont israéliennes, elles sont françaises. Vous rencontrez des femmes... Moi, grosso modo, j'ai à l'heure actuelle, je crois, à peu près autant de francophones que d'israéliennes. C'est toujours intéressant parce que c'est des femmes qui viennent de cultures différentes. Et j'accompagne aussi des femmes qui parlent anglais. Quand vous dites que vous êtes doula, pas en France, mais en Suisse, d'où vous venez, on connaît ce mot? Non, mais... Vous devez expliquer. Oui, je dois expliquer, mais il y a maintenant une école de doula en Suisse, et en France, il y a aussi des écoles qui existent, donc c'est une profession qui est en train de bourgeonner en France. Je ne sais pas si elle pourra vraiment se développer dès lors qu'en tout cas à l'heure actuelle, elles n'ont pas accès aux hôpitaux, elles ne peuvent pas se rendre en salle d'accouchement. D'accord. Mais... les choses évoluent. Alors, vous disiez, ça fait 10 ans que la doula peut entrer dans les hôpitaux. À Echilov. Voilà. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui a fait ce changement-là? Qu'est-ce qui explique que la doula est devenue... Vous êtes diplômée? Oui, bien sûr. Voilà, c'est une reconnaissance universitaire? Non, c'est pas universitaire. Alors, il y a plusieurs écoles en Israël pour devenir doula. Moi, j'ai appris cette magnifique profession avec Gila Ronel, qui est
la maman de toutes les doulas, on pourrait dire, vraiment ma mentor. Et aussi avec Irit Falkovic, qui est une femme formidable, qui est aussi doula depuis très longtemps. Et j'ai appris cette profession dans leur école Ima Ledet, qui est à Netanya. D'accord. Et après, j'ai fait énormément de bénévolat à Lagnados, à l'hôpital de Lagnados. Et là, je crois vraiment, j'ai eu le virus. J'ai accompagné à peu près 150, 180 mamans. Wow. Et pour vous dire, il y en a une qui m'a téléphoné il y a 3 jours. Je l'ai accompagnée en bénévolat il y a 7 ans. Elle m'a demandé de revenir pour ses autres accouchements. Et là, c'est son 4e. Elle m'a demandé d'être avec elle. Wow. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier de doula? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît chaque jour lorsque vous accompagnez ces mamans? Bon, il y a énormément de choses, mais je crois que ce qui est très émouvant, c'est d'être là dans des moments uniques, d'avoir le privilège d'être auprès de parents, de les soutenir durant tout ce chemin, toute cette aventure qui n'est pas toujours simple, et d'avoir le privilège d'être là pour accueillir aussi la vie. C'est quelque chose d'unique. Et puis bon, c'est ce qui nous permet de continuer, parce qu'il y a quand même tous les côtés plus difficiles du travail qui est toujours... on ne sait jamais quand ça va arriver. Ça peut être cette nuit, ça peut être ce week-end. Je veux dire, je ne peux pas partir comme ça tout d'un coup à 2 heures de Tel Aviv si j'ai un accouchement qui peut arriver prochainement. Donc, il y a quand même pas mal de difficultés, mais je veux dire, c'est inestimable. Alors, Myriam, notre journaliste et maman, pourquoi la doula qui semble si essentielle aux mamans qui accouchent ici est aussi peu connue présente en France, et présente en France ou ailleurs d'ailleurs. Regarde, je pense qu'il faut quand même dire que pas toutes les mamans israéliennes font appel à une doula aussi. C'est-à-dire que oui, c'est un métier en expansion, mais ce métier et les autres dont on a parlé en introduction, pourquoi moi, quand j'ai fait ce Est-ce qu'Israël a une approche particulière de la petite enfance? C'est ça ma question. Oui, je pense que déjà les Israéliennes accouchent plus souvent que les Françaises, donc c'est quand même une expérience qui va revenir et qui est au centre de notre vie culturelle, de la vie de la famille, etc. C'est quand même un sujet beaucoup plus mise en valeur quelque part ici peut-être dans cette société, donc il y a cet aspect-là. Et il y a aussi tout simplement, je pense, tout à l'heure on évoquait le pédiatre. Effectivement, le pédiatre français, il va prendre du temps et c'est très agréable. De manière générale, un médecin français a plus le temps, donc c'est très agréable. Mais très souvent, le pédiatre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ah, bah, le bébé, il devrait faire 6 mois au bout de 3 mois. » C'est nuit. C'est-à-dire que c'est pas forcément... Oui, il y a une écoute, mais elle n'est pas forcément adaptée à tous les enfants et elle n'est pas forcément adaptée non plus à une certaine éducation bienveillante. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui... Je pense qu'en France... il y a une certaine façon un peu autoritaire de faire avec les enfants, avec la famille de manière générale, où on avance. Ça veut dire quoi? On laisse... souplesse en France? On manque d'une certaine... Enfin, c'est en train d'évoluer. Ça veut dire quoi? On laisse encore pleurer les enfants, le pédiatre conseille encore ça? On va prendre la péridurale quoi qu'il en soit, on va allaiter très peu, on va allaiter 3-4 mois maximum, parce qu'il faut reprendre sa vie de femme, dans le meilleur des cas. J'ai beaucoup de copines françaises. Ça a des avantages. Donc on est vraiment, pas à l'opposé, mais enfin, ce sont des continents différents et sur la manière d'être parent en France. La façon de... Oui, et je suis pas là pour dire que la culture française est moins bien, parce que ça a des avantages dans le sens où peut-être que les parents français se font moins envahir quelque part par cette expérience-là, mais c'est vrai qu'en Israël, c'est très central dans notre vie, et quitte à le faire, et quitte à avoir une relation significative dès le départ, et ben effectivement, ces métiers-là, ils sont là, et c'est formidable, autant s'en servir. Alors Déborah, est-ce que les parents se font envahir par leur parentalité? Est-ce que les enfants bouffent la vie des parents en Israël, plus qu'ailleurs? Je pense qu'ils le prennent complètement différemment. Déjà, quand tu parlais du nombre d'enfants, c'est vrai qu'une maman israélienne a plus d'enfants qu'une maman française. Du coup, je pense que... je pense que elles appréhendent le fait d'être maman complètement différemment, beaucoup plus naturellement aussi. Je parle aussi, parce que j'étais maîtresse d'école avant, du rapport entre la ganénette, l'enfant et les parents, qui est complètement chaleureux, naturel. Alors on va me dire ça dépend, mais on a le numéro de téléphone de la ganénette. Moi je sais que quand on est arrivé, ma fille qui ne parlait pas un mot de français, sa maîtresse était tellement en train de lui faire des bisous tout le temps que en fait elle l'avait mise dans une petite bulle comme ça de coton. C'est pas des choses qu'on retrouve en fait en France. On a comme tu dis, on a une relation beaucoup plus frontale. On nous a même, moi quand j'étais maîtresse d'école, on m'a même appris cette espèce de frontalité, la distance à avoir. Et c'est pour ça
ça que quand je me suis formée à la pédagogie Montessori, ça m'a appris une façon complètement différente d'enseigner et d'éduquer les enfants. Comment les enfants qui arrivent, qui ont déjà fait une année ou deux peut-être en crèche, arrivent ici en Israël avec leurs parents, comment ils s'adaptent justement à cette différence d'adaptation, à cette différence de voir les choses dans une crèche. Il y a une... une difficulté pour l'enfant de faire la part des choses. C'est compliqué à cet âge-là on s'adapte facilement. De façon générale, les enfants s'adaptent beaucoup plus vite que les parents. On le voit, que ce soit pour la langue ou pour ce soit... C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas s'ils ont des interlocuteurs différents, ils disent « Ah oui, elle parle cette langue, elle parle cette langue, elle est comme ça. » Donc en fait, c'est assez rapide pour eux parce que leur cerveau, justement, il est en construction, donc il crée des réajustements en permanence. Mais j'ai l'impression qu'ils sont très sensibles à cette chaleur, en fait. Parce que quand tu parlais de bienveillance, on est vraiment dans la bienveillance, en fait. On est vraiment dans parler, dans la pédagogie positive, dans les enfants qui ramènent des petits pétecs pour la maîtresse leur dit qu'ils se sont très bien comportés. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Déborah, vous êtes coach en parentalité. Vous avez tous les dimanches soirs, je crois, un groupe de mamans en ligne auquel vous donnez votre avis sur différentes questions de la vie quotidienne, les disputes entre frères et sœurs, les gestions de crise des enfants, le sommeil, on l'a dit. Est-ce que, pardon, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que la plupart des conseils que vous donnez ne sont pas des conseils de bon sens? On peut se dire, franchement, pourquoi je paye pour ça? Il suffit que je m'assoie, que je réfléchisse un petit peu et puis je peux avoir les réponses toute seule. Alors, pour moi, déjà, la relation parent-enfant, c'est une relation qui est... Il faut s'investir obligatoirement si on veut avoir une qualité de vie. Et puis, si on veut, nous, en tant que parents, donner à nos enfants le maximum de chances pour réussir dans la vie et développer son potentiel, premièrement. Et donc, on peut être créative, se dire, bon, je vais essayer des trucs. Mais quand on passe notre vie à avoir un rapport de force avec nos enfants, c'est plus une vie en harmonie. Donc le coach nous permet de prendre un peu de distance, de prendre du recul et puis entre guillemets d'apprendre en fait, parce que quand ton enfant c'est un métier d'être parent. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui exactement. Vient naturellement. C'est-à-dire que quand ton enfant il va te alors quoi, il y a pas d'instinct maternel, comment? C'est ça la question. Parce qu'on est supposé savoir être parent comme ça tout seul. Je sais pas. L'instinct maternel, c'est de l'amour. Mais connaître son enfant et savoir pourquoi. Je sais, par exemple, il y a des mamans qui disent « Oui, mais des fois, mon fils, il fait des crises, alors je lui parle mal, mais après, il m'aime plus. » Ben non, en fait, ton fils, il t'aime tout le temps, juste que tu peux essayer de lui parler différemment, d'essayer d'écouter ses émotions. Pourquoi, en fait, il a fait cette crise? Parce qu'en réalité, lui, il était très fatigué, il n'arrivait pas à réagir. Alors, autre question, est-ce que c'est très israélien, cette espèce d'éducation bienveillante? En Israël, on n'a pas le droit, c'est assez mal vu de crier sur ses enfants. Écoute, alors, est-ce que les spécialistes de la question confirment ça? Est-ce qu'il ne faut pas crier sur ses enfants? En réalité, crier sur ses enfants, ça ne sert à rien. Comme crier sur son mari d'ailleurs, sur sa femme. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, ce ne sont que des décharges de colère et des espèces de neurones miroirs. C'est-à-dire que l'enfant est en crise et donc nous, on ne sait pas comment faire. Alors on se dit, si je crie, il va se calmer tout de suite. En réalité, au moment de la crise, ton enfant, il a une déconnexion entre son cerveau rationnel et son cerveau émotionnel et il n'entend même pas ce que tu dis. Donc en réalité, cette bienveillance, elle est vraiment, vraiment à conseiller à tout parent. Moi, je peux intervenir aussi, je pense, en tant qu'éducatrice à Massa. Certes, j'avais affaire à des enfants beaucoup plus grands, mais je pense qu'il y a une certaine défiance qui s'installe très tôt chez les jeunes Français. C'est-à-dire il y a eux et il y a l'autorité. Et on ne va pas parler à la directrice parce qu'il n'y a pas un rapport de confiance qui s'installe. Et quand j'étais jeune, j'étais babysitter en France, surveillante en France, et on me disait quoi? On me disait « crie sur les petits sixièmes, ça va les calmer ». Mais le petit gosse, il arrive il vient de courir pour ne pas être en retard, il arrive à 8h10, et qu'est-ce qui lui arrive? Le premier truc qui lui arrive de sa journée, c'est « vous êtes en retard, au bureau les surveillants ». Enfin, il commence sa journée comme ça. C'est pas la meilleure des réactions. Est-ce que nous, en tant qu'adultes, quand on arrive avec 2 minutes de retard à un rendez-vous, on a envie de se faire hurler dessus comme ça? Enfin, ça a aucun... Donc vous défendez toutes les trois la méthode israélienne, ouais, bien sûr, d'éducation bienveillante pour résumer vite. Alors après, il y a une question de manière peut-être. Moi, on me fait souvent le compliment que mes enfants ils sont plus bien élevés. Je pense que parce que moi j'ai les réflexes de dire bonjour, merci, au revoir, hein. Donc ça, ils apprennent, et pas tous les Israéliens apprennent ça, mais
après, au-delà de ça, oui. Si je peux me permettre, je pense qu'il s'agit même pas tant de défendre que de corroborer les découvertes récentes des neurosciences qui expliquent vraiment que quand on va dans le sens du cerveau, l'enfant, quand on lui parle gentiment, quand on lui fait des compliments, on l'encourage, il développe on entend vraiment dire son partout potentiel. que les enfants israéliens sont extrêmement mal élevés. Alors, est-ce que l'un n'engendre pas l'autre? Certains Français aussi. Anne-Valérie. Certains grands Français sont mal élevés aussi. Non, mais c'est vrai que souvent en Israël, il y a une difficulté à mettre des limites. Et je pense qu'un enfant... J'attendais que quelqu'un le dise. D'accord. Un enfant a besoin pour pouvoir, je crois, se développer harmonieusement, qu'on lui mette quand même certaines limites. Mais ça ne veut pas dire crier. Ça ne veut pas dire lui crier dessus. C'est ça aussi, c'est que tu peux poser une limite en étant agréable. Non, mais est-ce que tous ces métiers-là, ils vont pas dans le sens de la compréhension de l'enfant vraiment fondamentale, et que du coup, on est très loin des limites. Si un gamin fait une crise, il est fatigué uniquement. Alors, est-ce qu'on ne tombe pas dans un piège avec toutes ces professions comme ça qui sont uniquement dans l'empathie? Je comprends. En fait, c'est le mot que tu as prononcé, c'est les limites. Il faut arriver à trouver l'équilibre, en fait, entre, on va dire, la bienveillance, bien sûr, et les limites, en disant, voilà, il y a des choses, ça se fait pas, il y a des choses qu'on n'accepte pas à la maison. Et voilà, à un moment, il faut que le parent il sache se positionner. Mais en effet, trouver le bon ton, c'est pas toujours évident. S'entendre aussi avec le conjoint. Mais je pense pas d'ailleurs que les parents français ou de culture, d'accord, on est en train de les diaboliser, voilà, mais je pense pas d'ailleurs que forcément tous les parents francophones savent poser des limites pour autant. Peut-être qu'ils vont être plus secs, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être très clairs avec eux-mêmes sur où passer. Il y a une différence en fait, c'est pas parce qu'on crie et qu'on hausse le ton qu'on est très clair sur les limites, sur ce qui est permis, ce qui est pas permis à la maison. Alors juste pardon, pour revenir aux professions, Anne-Valérie, je sais pas si vous allez m'en vouloir de le dire, il y a des professions parmi toutes celles que j'ai citées qui vous semblent plus ou moins légitimes. Parmi tous ces conseils, les conseils en sommeil, par exemple, les avis sont partagés en Israël. Et ce sont des femmes, en général, qui briefent les parents sur la manière d'endormir les enfants pour qu'ils apprennent à s'endormir tout seuls. J'entends pas mal de gens dire c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça existe depuis 18 ans en Israël. 18 ans? Ouais. Bon, c'est clair qu'il y a une... Je salue Esther Greenberg qui n'a pas pu venir, mais il y a une nette prolifération, je crois surtout dans le pays de Tel Aviv, parce que moi j'entends souvent des mères où je vois sur des réseaux sociaux des questions, mon enfant a 3 mois, il fait pas ses nuits, qu'est-ce que je dois faire, j'en peux plus. Moi, j'ai un petit peu de la peine. J'espère que les coachs sont assez fines pour savoir qu'on ne peut pas, entre guillemets, dresser des bébés. Et je pense qu'on peut faire appel à des coachs pour aider pour faciliter le sommeil à un âge peut-être au-delà de 1 an. Mais qu'on ne peut pas le faire à tort et à travers. Et je crois que c'est important aussi que ces coachs aient une vision, pas uniquement du sommeil, parce que c'est un petit peu ce qui me fait peur. Par exemple, dans l'allaitement, elles disent aux mamans qui allaitent, « Ah ben non, il ne faut pas que votre bébé s'endorme au sein. » Alors que c'est ce qu'a fait le bébé depuis qu'il est né. Il s'est endormi au sein et après, au bout d'un moment, on le dépose. Non, c'est plus possible. Donc, j'ai de la peine à accepter ce genre de il y a un débat sur les méthodes. Il y a un débat sur les méthodes, forcément. Et puis il y a différents courants, forcément, comme tout. Mais après, sur la légitimité du truc, heureusement que ça existe. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de parents démunis qui... on ne parle pas des 3 premiers mois, on parle de 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des enfants qui dorment, qui font toujours pas leur nuit. Heureusement que ça existe, mais encore une fois, en France, ça n'existe pas. Et ben ils font comment les enfants? Et ben ils vont voir leur pédiatre. Ils vont à la trique. Et il dit quoi le pédiatre? C'est ça le truc. Est-ce qu'il est formé le pédiatre? Ils vont sur les réseaux sociaux, ils cherchent des réponses un peu approximatives. Ouais, c'est vrai, la méthode des 5, 10, 15 et ça c'est ces trucs. Mais non, mais parce qu'en plus, je pense pas que le pédiatre il soit forcément plus il est médecin, mais est-ce qu'il est formé sur les questions précisément d'éducation et de sommeil? Pas forcément. Peut-être que oui, puis qu'il s'est intéressé. Il existe quand même des spécialistes du sommeil, des thérapeutes. Ouais, mais si on va chez le psy en France. C'est les pédopsychiatres qui s'occupent de ça. Je crois qu'on passe tout de suite à cette étape-là. Voilà. Alors, pour finir, peut-être les unes et les autres, est-ce que vous pensez que dans 10, 15 ans, 20 ans, ces métiers seront en France ou non? Ou ailleurs dans le monde, d'ailleurs?
Est-ce Moi, qu'Israël moi va j'ai faire des l'impression petits qu'on a, que ce soit en France, en Israël, dans le monde, j'ai l'impression qu'on est arrivé à une approche un peu différente de l'enfant maintenant. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a l'émergence de toutes peut-être ces mamans qui se reconvertissent ou qui font des formations pour arriver à ce genre de métier. Je trouve ça en fait assez bien, assez positif, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui se sentent démunies dans les premières années de la vie de leur enfant, même avant l'entrée en primaire, en Beth Sefer. Donc voilà, comme tu dis, voilà, il faut faire attention. En même temps, je trouve que c'est sympa parce que chacune peut apporter des points de vue différents, des méthodes différentes. Et voilà, donc je pense que même en France, ça va être de plus en plus valorisé. Je pense qu'il y a des blogueuses, il y a des mamans, enfin il y a un espèce de courant de fond en France. Mais moi j'ai surtout envie de dire qu'on traite ça comme si c'était un phénomène nouveau, mais moi je pense que ça remplace en fait l'ancienne tribu et l'ancienne famille. Absolument. Absolument. La doula avant c'était ta tante, mais elle était, tu vois, elle a accouché toutes les jeunes filles. Enfin il y a aussi quelque chose, il faut savoir que l'enfant avant il était élevé par sa grand-mère, parce que tout le monde habitait là, et donc la maman elle n'était pas livrée à elle-même pour face à qu'est-ce que je fais, il a fait une crise. Et d'ailleurs en Israël ça aussi ça existe beaucoup le cocon familial, mais c'est pour ça que une femme qui a son expérience de maternité, qui après se reconvertit dans ce métier-là, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus naturel au monde, parce que c'est ce qu'on faisait dans les générations avant. On a vécu et on ne l'appelait pas comme ça. Là. Et au contraire, c'est génial, si elle peut gagner sa vie comme ça, c'est encore mieux. Enfin, Anne-Valérie? Je ne sais pas très bien ce qui se passera en France, mais ce que je sais, c'est que je pense qu'en Israël, les femmes prendront, en tout cas en ce qui concerne ma profession, prendront davantage et davantage de doula. Je le vois déjà, ça fait 9 ans que je suis doula, je vois comment c'était il y a 9 ans, comment c'est, je veux dire, ça évolue. Donc, il y a une vraie demande. Et surtout parce que malheureusement, il n'y a pas assez de sages-femmes. S'il y avait plus de sages-femmes et qu'on pouvait avoir dans chaque salle d'accouchement une sage-femme qui soit vraiment disponible, alors ce serait différent, mais ce n'est pas le cas et je ne crois pas qu'on va s'en rapprocher très rapidement. Mais ce manque de sage-femme, justement, explique aussi votre présence, et votre présence importante est devenue indispensable pour certaines mamans. Absolument. Je l'ai vécu et c'est vrai que ça a été... je salue d'ailleurs ma doula, Émilie Sebag, que je remercie beaucoup parce qu'elle m'a vraiment accompagnée dans cette grossesse et encore plus, c'est-à-dire c'est pas que l'accouchement. C'est pas que l'accouchement, c'est après, et puis c'est d'un point de vue, vous disiez, moral, physiologique. Il y a vraiment, on a vraiment construit une relation intéressante et on revient sur ce mot bienveillant, etc. Et en plus en tant que francophone qui arrive dans un pays qui maîtrise pas la langue, ça aussi, ça rassure énormément. C'est précieux. Merci à toutes les trois. Merci à beaucoup. vous. Ça s'est passé vite et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.